Yo yo yo, c'est Balou et aujourd'hui je fais cette petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo en vrai où je parle de mon histoire, de ce que j'ai vécu, etc. Et je vais vous raconter le premier séjour qui a changé ma vie et pourquoi il a changé ma vie. À la base, je voulais faire une vidéo sur NBA Youngboy, voilà, qui est avec des armes, etc. Donc, qui va sûrement aller en prison. Mais en vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur NBA Youngboy. Et la connerie qu'il a faite, c'est juste qu'il a déconné, quoi. Donc, je me suis dit, je vais partager cette expérience parce qu'au début de la chaîne, et même pendant le French Flex Show, on a toujours fait parler de nos expériences. Donc, voilà. Ce voyage qui a changé ma vie, ce premier séjour à Los Angeles. C'est parti, on en parle tout de suite. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Bon, je vais aller directement droit au but. Alors moi, j'ai fait un BTS Commerce International exprès pour aller à Los Angeles. Parce qu'à cette époque-là, on revient en quelle année? On revient dans les années 2007. J'étais fan de crump, je dansais du crump, etc. Et le crump se trouvait à Los Angeles, donc j'avais carrément eu mon bac pour aller dans ce BTS-là, parce que dans ce BTS-là, il y avait un stage de 2 mois. Moi, je pensais qu'on nous payait les aides pour le stage, etc. Je me suis trompé. Donc, je suis allé voir ma prof, je lui ai demandé, ouais, comment on fait pour aller trouver le premier jour d'école, hein, vas-y, je veux avoir un stage à LA. Elle m'a dit, tu rêves, va à Londres, va en Espagne. Donc, moi, je me suis cassé les couilles. J'ai tapé sur Internet, j'ai recherché, je suis allé sur Craigslist.org. J'ai trouvé plein d'entreprises. J'ai envoyé à tout le monde. J'ai envoyé à Dr. Dre, à Snoop Dogg. J'ai cherché des studios, j'ai envoyé partout. Et j'ai eu la chance d'avoir pas mal de réponses, notamment une. Je ne sais plus si elle existe encore, l'entreprise, tiens, je vais aller checker après. Ça s'appelait Project Playlist, c'était une filiale dans MySpace qui proposait des playlists sur MySpace, etc. Et ils m'avaient accepté, et ça, c'était dès septembre pour un stage en avril. Ouais, en avril, je suis parti là-bas le 28 avril, puisque c'était la veille de l'anniversaire de Rascal, donc je m'en souviens très très bien. Le 28 avril. Entre-temps, donc voilà, je trouve un petit boulot, voilà, je travaille au centre, etc. Enfin, je travaillais déjà au centre pour faire de l'argent pour y aller. Et je parle avec ce mec qu'on appelle Rascal sur MySpace, quoi. On est potes parce qu'on aime la même famille de crumb, quoi. Donc, on est potes. Et voilà, on se parle. Et moi, je me dis que c'est un dream, tu vois. Je vais aller là-bas, il va pas me calculer. J'arrive à l'aéroport. Je pars avec un gars à moi d'ailleurs, shout out à lui, et il se reconnaîtra même si ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et j'arrive à l'aéroport et là j'arrive et je prends une gifle parce que déjà bon il fait chaud, je vois les palmiers, je vois les grosses voitures. Alors vraiment nos plus grosses voitures ici c'est leur plus petite voiture. J'arrive à l'aéroport, j'ai des Jordan dans les pieds, il y a des mecs qui travaillent à l'aéroport qui me regardent. What kind of jeans is that? Oh my god, that shit crazy, where you from? Bro? Qui me posent des questions, qui essaient de m'aider. What are you looking for? Oh tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Tu veux non, tu veux un taxi? Tu veux si? Des mecs qui sont hyper ouverts en fait, qui viennent m'aider. Déjà, moi j'avais peur, je me dis mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'argent, il veut un truc? Mais non, c'est des mecs comme ça, ils parlent, voilà, c'est des mecs là-bas. Donc voilà, je suis dans l'aéroport, mon gars il vient me chercher, et là on commence à rouler, et là je me rends compte que je suis à Los Angeles. Sauf que lui, il habitait pas à Los Angeles, il habitait à 2h30 à Murrieta, c'est à 2h, non, allez, 1h30, 2h de LA, donc on commence à rouler, et là, je regarde tout le décor, je suis comme un enfant. Dans la voiture, j'entends la radio. Il faut savoir que la radio, bon, quand c'est la radio satellite, là, le nouveau truc qu'ils ont là-bas, là, je sais même pas c'est quoi le nom ici, bah, il n'y a pas de censure, mais là-bas, la radio, voilà, quand tu écoutes les Hot 97, bon, à LA, c'est Power 105, etc., bah, c'est censuré. Donc, tous les sons, je les écoute, et c'est censuré, tu vois. Donc, ça me fait déjà rigoler, et je leur explique que moi, il n'y a pas de censure, donc ça les fait rire. Et là, je me retrouve à Los Angeles avec tous les crumpers que moi je regardais en vidéo. Bon, je vais pas citer les noms parce que je pense que tout le monde s'en fout. Mais voilà, dedans on était une dizaine et on vit chez Rascal comme ça et on est avec Rascal, quoi, tu vois. Donc on est tous chez Rascal, enfin chez sa mère à l'époque. Et dans ces mecs-là, il y en a 3 qui sont devenus connus. Le premier mec qui est devenu connu, qui m'a choqué, il s'appelle Casper Smart. Bon, lui, je l'ai vu 2-3 jours, hein, même pas. Casper Smart, c'est un ancien danseur. Quelques années après, il est sorti avec Jennifer Lopez. Il y en a un dedans, il s'appelle T-Fly. T-Fly, il a fait de la musique après avec Dom Kennedy, avec 2 Chainz. Il y a le son 24 Hours. Et il y a les Rejects et Audio Push. Alors, les Rejects, ils ont créé le Cat Daddy, etc. Cat Daddy avec il y a Chris Brown dans le clip, etc. Et dans le clip Halle and Me, on les voit en train de danser, c'est eux qui ont remis le doggy un peu à la mode, etc. Et en plus de ça, il y a Audio Push, c'est eux qui ont lancé le mouvement Jerk. Donc
moi, pendant ce moment-là, je me dis pas qu'une de ces personnes va devenir connue ou quoi que ce soit. Donc on est tous là, on vit au sol, on dort, on est au sol, etc. Et j'ai vécu une semaine comme ça, à dormir par terre et à me lever et voir des mecs qui sont passionnés dans leur truc. C'est-à-dire que les mecs ils se lèvent et ils mangeaient crump, ils vivaient crump. Et c'était crump et musique. Ça veut dire que c'est des mecs, les mecs ils étaient là, ils se levaient. Ils trouvaient des nouveaux moves, regarde ça amène là, boum, 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 boum. Et ils étaient là, ils montraient des mouvements comme ça toute la journée. Et ils inventaient des noms à des mouvements. Après, ils ont commencé à faire le jerk, etc. Et le jerk, je l'ai vu se créer devant moi, limite, tu vois. Et moi, je me rendais pas compte du truc. Et il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est l'impact du hip-hop. C'est-à-dire qu'à la même période, il y a Lil Wayne qui sortait le Carter 3. Et c'était une dinguerie parce que les mecs là-bas, ils étudiaient chaque phrase, chaque truc. Oh my god, nigga, that's bars, nigga. Ça, c'est une punchline, mec. Et je les regardais, j'étais comme ça, je disais, oh ouais, les mecs, ils sont passionnés comme ça. Ils sortent dehors, ils parlent. Hey, nigga. Et genre, ils roulent en voiture. Nigga, did you hear the new Lil Wayne song? That shit crazy, man, nigga. Et je suis là, je regarde, je dis, wow, les mecs, ils sont vraiment passionnés. C'est un art, tu vois. Et je rencontre des darons. Les darons, pareil, ils sont tous hip-hop. Les darons, ils vont te parler de Pac, de Biggie, des trucs à l'ancienne. Ils vont quand même avoir un impact dans la culture qui suit. Et là, il se passe un truc de ouf, c'est que Rascal, il reçoit un coup de fil. Et il croit que c'est une blague, il raccroche. Il reçoit un deuxième coup de fil, il croit encore que c'est une blague, il raccroche. Et là, il y croit et il raccroche et il dit, les gars, je crois que là, je viens d'avoir un coup de fil de T-Pain. Il a regardé mes vidéos sur YouTube et il veut que je danse pour lui. On dit, vas-y, arrête de mentir, etc. Et quelques temps après, bah, T-Pain. Voilà, T-Pain, ça finit. T-Pain, Rascal, tournée internationale. Donc moi, je commence à devenir proche de T-Pain. Et on se retrouve et mon gars Rascal, moi je suis chez lui. T-Pain vient le chercher, le récupère. On lui apprend à danser, boum. Et Rascal, il se retrouve pendant la même période, hein, c'est 2008, à partir en France pendant que moi je suis ici, à faire le Bataclan avec Rick Ross, Lil Wayne, etc. J'avais même déjà raconté l'histoire où il m'avait appelé, ouais, faut ramener des meufs et tout. Et j'avais demandé à Louis de ramener des meufs, mais il était petit à l'époque. Et il est parti avec que des mecs de Montfermeil, ça leur a foutu le sub. Il y avait Kanye, Lil Wayne, T-Pain, Rick Ross sur scène. Vous tapez Bataclan T-Pain en 2008, vous verrez Rascal avec le visage peint, etc. Donc moi je suis à LA comme ça et là du coup moi vu que Rascal a bougé, je vais dans l'appartement que j'ai trouvé et tout, qui était à Olympic Boulevard et puis là je commence à découvrir la vie de LA, donc je fais des allers-retours à Melrose, etc. Et puis là je me fais des potes, il y a un gars à moi qui s'appelle Lil Rascal qui vient souvent me voir, qui s'occupe souvent de nous, etc. Et je découvre deux choses. Je découvre les gangs. Ça, c'est le premier truc qui m'a choqué. Je découvre les gangs. C'est-à-dire que moi, j'allais à des sessions et après chaque session, bah, ça finissait sur des stations essence. Mais je découvre ça, justement, qui est les gangs. Je vois des mecs qui lancent des gang signs. Moi, pour moi, c'était à la télé, les films. Et je vois des gens qui me disent, ouais, vas-y, viens, on bouge, là, il y a des Bloods. Ah, viens, on bouge, là, il y a des Crips. Et je me rends compte que le truc, il est vraiment sérieux. J'oublierai jamais cette anecdote que je pense avoir déjà racontée sur cette chaîne, où justement on sortait d'une station essence, parce qu'après les sessions, comme j'ai dit, il y a des réunions en station essence, et là, bah, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on bouge, bah, on est sur l'autoroute, et là, il y a vraiment tout, ça m'avait vraiment traumatisé. Je l'ai fait avec une meuf qui s'appelle Pixie, vous pouvez lui demander, c'est réel. Il y avait Pixie, il y avait Enforcer, et il y avait moi, on était dans la voiture, et il y avait mon gars à côté, et il y a un hélico qui était derrière nous, 5 voitures de keuf, parce que quand ça shoot, les mecs ils vont jusqu'au bout. Et ils nous font sortir de la freeway, ils nous font nous garer sur le côté, ils font sortir les deux mecs de devant, ils nous font sortir les deux à l'arrière. Bon, moi j'ai rien compris comment il fallait sortir. Ils nous avaient fait mettre les mains à l'extérieur de la fenêtre. Ensuite, fallait sortir. Moi, fallait que j'étais à la droite, fallait que je sorte à gauche en gardant les mains à l'extérieur de la fenêtre. Donc j'ai fait un mouvement comme ça. Je suis sorti. Ils sont arrivés avec des guns sur le visage. Heureusement que j'étais français parce que ça aurait pu aller loin. Et je me suis fait arrêter comme ça plusieurs fois par les keufs parce que j'étais pas dans les bons endroits en fait. Et je voyais la différence à quand moi j'étais à Olympic Boulevard de Hollywood et quand j'allais rejoindre mes potes du Crump, parce que le Crump ça vient de South Central, quand j'allais les rejoindre et que je me retrouvais dans le bloc, dans Inglewood, dans Compton, dans Long Beach, etc. Et je voyais que c'était pas du tout la même vie, c'était vraiment pauvre, c'était vraiment terrible. J'oublierai jamais du jour où ma pote là, Pixie, elle m'a fait faire le tour de son quartier où elle me dit ouais, là mon meilleur pote il habite là,
bon, il est mort, il s'est fait tuer. Là, ceci, il est mort. Ouais, là, ceci. Et au début, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas une vie. Et je me suis rendu compte à quel point c'était vrai quand Lil Rascal, Rest in Peace, vraiment, Cornbread, qui m'avait invité à son. Et ça, c'est vraiment une histoire qui me touche, j'en ai déjà parlé, qui m'avait invité à sa fête, qu'il faisait tout simplement. Et j'étais sur le point de partir quand je reçois un appel de cette Pixie en question et de mon gars Rascal. Les deux, ils pleurent. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il m'explique que Cornbread s'est fait tuer devant chez lui, quoi, devant la porte de chez lui, parce qu'en gros, il y a un couple qui s'embrouillait devant. Il leur a dit, les gars, moi, je veux pas ramener les keufs, donc soit vous rentrez, soit vous sortez, mais calmez-vous. La meuf, elle lui a dit, tu vas le laisser parler comme ça. Le mec, il est arrivé, il a tiré. Et moi, j'étais au téléphone et c'était la première fois que je perds quelqu'un par balle. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Pour moi, c'est que dans les films. Et je suis resté au téléphone comme ça et je l'ai dit à mon pote, j'ai dit, wesh, Cornbread, il s'est pris une balle dans la tête. Et franchement, toute la nuit, on est resté comme ça. Toute la nuit, on était traumatisés. Il y a eu des sessions après en hommage à lui. Il y a eu plein de choses. Et je me suis fait plein de potes comme ça aux États-Unis, dont par exemple Exclusive J, qui était le manager de Yonka chez le T-Pain, qui est mort pareil, où il s'est fait arracher les chaînes, tiré par balle. J'ai eu des potes qui se sont fait tirer dans la mâchoire. J'ai ceci, cela. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette vie, bordel, en vrai? Et c'est peut-être la seule raison pour laquelle j'ai pas décidé d'emménager directement là-bas, c'est que je me suis rendu compte qu'en vrai, la vie, elle était super, super dangereuse là-bas. C'est soit tu as de l'argent et tu t'installes dans les bons quartiers et t'es bien, soit t'es broke et t'es dans les quartiers chauds et c'est très, 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 très compliqué. Après, c'est facile de faire de l'oseille, parce que si je dois parler de mon expérience dans ce stage à Project Playlist, je n'oublierai jamais que quand on est arrivé la première fois avec mon gars, il était venu en costard, moi j'étais venu habillé normal, et c'était des mecs comme nous, quoi. Et c'était deux Renois qui s'occupaient de ça, je m'en souviens, il y en avait un qui s'appelait Kai, et les mecs ils nous ont dit, posez-vous, faites comme vous voulez, et juste ce que vous devez faire, c'est écouter les playlists et voir s'il y a des liens morts, et s'il y a des liens morts, nous faire un report, comme ça on les supprime. Et moi, je m'en souviens, c'était l'époque où j'écoutais que du Lil Wayne, Lisa Marie, Lil Wayne ceci, Lil Wayne cela, donc je cherchais tous les liens. En même temps, je m'en souviens, on a fait le festival à UCLA, on avait un stand, c'était pendant le reggae festival, j'avais été avec Capleton, c'était Damian Marley, c'était une expérience de ouf, et j'étais tout jeune, et je me suis rendu compte, en fait, que c'était deux jeunes Renois, tu vois, et je précise Renois parce que la question de couleur de peau, elle est encore plus importante aux États-Unis c'est très très communautaire là-bas, c'est très 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 différent d'ici, c'est très jugé sur plein de choses, de toute façon on le sait, regardez tous les films, hein, et c'est la réalité, donc ça m'a impacté. Je me suis dit, attends, ces mecs-là, ils sont sur Internet, ils ont créé leur truc, ils ont pris un bureau, etc. Et c'est pour ça que j'ai reproduit un peu ce schéma. C'est ce que m'a inspiré, énormément ce stage. Et aussi, ce que j'ai appris là-bas, c'est la passion du hip-hop. Je la vivais déjà en France. Mais arrivé là-bas, je me suis rendu compte à quel point c'était réel, à quel point c'était dans les mœurs, tu vois. Quand je voyais des jeunes, tu pouvais reconnaître le style vestimentaire d'un jeune qui va être dans le jerk, comme un mec qui est dans les gangs, comme un mec qui est tranquille, qui va à l'école. En fait, il y avait trop de codes dans tout, en fait, et tu peux comprendre qui est quoi, comment, ceci, cela. C'était ouf, en fait, et ça m'a mis vraiment, vraiment une gifle. Ça m'a ouvert l'esprit de ouf. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de partager cette culture qui vient de là-bas. Puis après, j'ai eu plein d'expériences. Hein. Comme j'ai dit, j'ai commencé à tourner avec les T-Pain, etc. J'ai vu énormément de choses. À cette même période-là, en 2008, il y avait le BET Award où T-Pain a performé avec Lil Wayne. Donc, on était là-bas avec Rascal. Donc, c'était ma première expérience aussi à BET Award. Avant même de travailler à BET, je me serais jamais dit que j'aurais travaillé à BET quelques temps après. Donc, j'ai vraiment vu flou, tu vois. J'ai vu flou. Mais j'ai vu autant le côté positif, l'entrepreneuriat, l'entraide, le soutien, la joie de vivre, les grosses voitures, les grosses maisons quand t'es riche, Hollywood, etc. Le business qui va vite, parce que quand ça va vite, ça va vraiment vite. La preuve, Rascal qui est sorti de l'ombre à la lumière en quelques temps, il se retrouvait à faire des 3 000 € la semaine, alors qu'avant il était broke.
Mais j'ai vu aussi les côtés négatifs. Quand t'es broke, c'est vraiment terrible. Je me souviens avoir été chez le créateur du crumb qui s'appelle Taïa. Il vivait avec sa mère à l'époque dans une maison. Elle était vraiment insalubre. Il y avait des cafards par terre. Et le mec, pourtant, il avait créé la plus grosse danse que tout le monde validait. Après lui, c'était vraiment un choix. Il voulait rester dans l'underground. Bon, j'ai jamais trop validé ça. Mais je voyais un peu leur style de vie à ceux qui étaient vraiment en bas. Et ça me traumatisait en fait. Le fait que voilà, les écoles, elles sont payantes. Même des fois, quand j'étais malade, je leur disais, je me souviens pendant mes mois de stage, je disais, faut que j'aille au médecin, là j'ai un truc. Ils me disaient, what the fuck, tu vas aller au médecin, man? Tu te rends compte, c'est combien pour aller au médecin, une consultation, ceci, cela? Je leur dis, arrête, c'est 20 balles et tout. Ils me disent, mais t'es fou, quoi. Ici, tu te fais opérer, tu payes dans les 15-20 000, hein, frère, 30 000. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Une consultation, ça va être 200-300 $. Et il faut avoir le temps d'attendre toute la journée, etc. etc. Il y a plein de choses comme ça qui m'ont choqué. J'ai vu des mecs à moi se casser, enfin, se niquer la jambe et ne pas vouloir aller au médecin parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour pouvoir se réparer la jambe. Donc, j'ai vu les côtés positifs, j'ai vu les côtés négatifs. Comme j'ai dit, les keufs. Combien de fois j'ai eu des contrôles là-bas parce que j'étais dans les mauvaises zones avec les mauvaises personnes, puisque c'était des danseurs du hood. Donc je me suis retrouvé à me prendre des guns sur la tempe. J'ai eu plus de guns sur la tempe de keufs que d'autres choses, tu vois. Et ce qui me sauvait à chaque fois, c'était le fait que je sois français. J'ai vu ce côté négatif là, j'ai vu les gangs, j'ai vu pas mal de choses. Mais de tout ça, j'en tire une expérience. Positif parce que ça m'a permis de faire des choix, ça m'a permis de lancer tout ce que j'ai lancé par la suite. Ça m'a permis aussi d'apprendre l'anglais surtout, même si j'ai toujours un accent bidon, mais ça m'a permis d'apprendre l'anglais, ça m'a permis de faire énormément de contacts là-bas qui m'ont permis justement de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et surtout, ça m'a donné l'œil passionné du hip-hop, ça m'a rendu encore plus passionné, ça m'a fait encore plus comprendre l'impact du hip-hop dans le monde. Est-ce que vu que les États-Unis avaient vraiment beaucoup d'avance, là ça s'est vraiment creusé, mais je me suis dit, mais enfin, tout ce qui se passe ici, les événements, le fait que tu rentres même dans un Burger King et t'entends du hip-hop, Barack Obama qui rentre sur All I Do Is Win, les mecs qui passent de l'ombre à la lumière en quelques minutes grâce à Internet et qui deviennent millionnaires, les médias comme Hot New Hip Hop, comme DatPiff, les interviews, les Vlad TV, les ceci, cela, tous les journalistes sur BET, Renoir, Latino, ceci, cela qui font des interviews. Tous les business qui s'ouvrent à droite à gauche, surtout à Fairfax, j'ai vu tous les magasins de sable, j'ai vu Supreme à ses débuts, j'ai vu les petits magasins Bape au début, Dope Couture à l'époque, Crooks & Castle, et je regardais, je me disais mais c'est incroyable. Et en fait ça m'a tellement motivé, ça m'a donné envie de reproduire en fait ce schéma-là et de le repartager ici, tu vois. Donc c'est vraiment ce premier voyage qui m'a ouvert l'esprit. C'était un voyage dur, c'était un voyage physique, c'était un voyage où j'étais très broke. C'est-à-dire qu'à un moment, je devais manger que à 99 cents. 99 cents, c'est un magasin où tout est à 99 cents. 99 cents only. Enfin, tout est en dessous de 99 cents ou maximum 99 cents. Et je mangeais que des hot dogs de là-bas pendant 3 mois, quoi. Ou des fois, je mangeais pas parce que j'étais broke as fuck. Je travaillais, j'étais animateur, j'avais niqué toute ma paye, tu vois. J'allais pas appeler ma mère pour lui dire envoie-moi de l'argent, c'était compliqué. Donc, vraiment, ce voyage, il m'a mis une tarte. Et c'est vraiment le truc qui m'a motivé le plus, tu vois. Où je me suis dit, Balou, là, il faut que tu y ailles à fond, il faut que tu te donnes, que ça soit dans le crumb, que ça soit dans tout ce que tu vas faire, il faut que tu y ailles parce que là, tu vois, c'est un message et il faut prendre les messages de la vie et y aller à fond. Donc voilà, c'est vraiment un voyage qui m'a plus que motivé. Bon, je sais qu'à chaque fois que je dis des trucs, il y a des gens qui disent « Ah, t'es un mytho », mais je vois pas qu'est-ce que j'ai à gagner à mentir. Mais voilà, c'était un petit partage avec vous pour vous raconter cette petite histoire. Donc voilà, merci à tous, on est ensemble, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est parti, turn up! Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.